Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc lorsque Commode vient au monde, l'Empire romain atteint son expansion maximale. Depuis Auguste, les conquêtes ont progressivement dessiné un espace cohérent autour de la Méditerranée. En 161, ce bassin est un lac romain. Des colonnes d'Hercule au rivage de Syrie, des confins écossais au désert d'Arabie, l'autorité de Rome s'étend sur près de 5 millions de kilomètres carrés, même encore plus si on inclut la surface maritime qui est contrôlée. Je pense que vous savez ce que c'est que les colonnes d'Hercule, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Gibraltar, qui changera de nom quand les Arabes franchiront le détroit, quand Tariq franchira le détroit. Le passage de Tariq, c'est le Djebel Tariq, qui donnera Gibraltar. Djebel Tariq, Gibraltar, bref. Cette géographie n'est pas seulement impressionnante, elle conditionne tout. Rome n'est pas un État centralisé, c'est vraiment un empire-monde, une mosaïque de peuples, de cités et de statuts juridiques. On n'y est pas gaulois ou syrien au sens politique, si vous voulez, du terme, on est citoyen d'une cité, inséré dans un cadre municipal qui constitue la véritable patrie quotidienne. L'empire fonctionne par capillarité, Rome délègue largement l'administration aux élites locales qui sont romanisées, intégrées et satisfaites, évidemment, de l'ordre établi. La force du système réside justement dans cette faible centralisation, qui serait difficile à gérer sinon. En dehors de l'armée et du fisc, l'État impérial intervient peu finalement. Il n'existe pas de bureaucratie omniprésente qui quadrille les provinces. Les gouverneurs représentent l'autorité impériale dans une 50aine de provinces, mais leur administration demeure légère. La poste impériale constitue l'un des rares services véritablement structurés à l'échelle impériale. Cette architecture politique repose sur un équilibre subtil, autonomie locale contre loyauté impériale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cet équilibre tient ? En fait, il devrait exploser. D'abord par la paix. Depuis 2 siècles, la Pax Romana garantit la sécurité intérieure. Les grandes guerres civiles appartiennent au passé. Les routes, il y a quand même environ 75 000 km de voies terrestres, sans compter les axes fluviaux, assurent la circulation des hommes, des marchandises, des informations. Ensuite, par la prospérité, et là c'est important, l'Empire fonctionne comme un vaste marché intégré, les céréales d'Égypte, d'Afrique du Nord, de Sicile alimentent les régions déficitaires, l'huile d'olive de Bétique, le vin de Gaule narbonnaise, les produits artisanaux, tout ça circule librement, la mer, débarrassée en plus des pirates, est l'artère économique centrale. Ce commerce intra-impérial amortit les crises locales, une mauvaise récolte régionale peut être compensée ailleurs. Les spécialisations des provinces rendent ça possible. Enfin, par l'évergésie. Comme je disais tout à l'heure, les élites municipales qui sont enrichies par la paix redistribuent en fait une partie de leur fortune dans l'embellissement des cités, des temples, des amphithéâtres, des aqueducs, des thermes, des portiques, etc. C'est vraiment un mécénat civique qui n'est pas imposé par Rome. C'est une sorte de coutume, il est socialement attendu, on va dire. Dans une société inégalitaire qui est assumée, on accepte la richesse à condition qu'elle bénéficie symboliquement à la collectivité. En gros, c'est du gagnant-gagnant. Et ce mécanisme-là est essentiel. Il décharge l'État central de dépenses massives d'infrastructures tout en consolidant l'adhésion locale au système. C'est vraiment hyper malin, en fait. À ce stade, l'Empire semble remarquablement stable. Mais encore une fois, cette stabilité repose sur des conditions précises. Premièrement, la démographie. L'expansion romaine des siècles précédents a alimenté un afflux d'esclaves, de ressources et de terres. Or, au IIe siècle, la conquête s'est ralentie. Les frontières sont fixées sur le Rhin et le Danube. Hadrien a renoncé aux expansions orientales de Trajan. L'Empire entre dans une phase défensive. Deuxièmement, l'armée. Elle compte environ 350 000 soldats professionnels pour surveiller près de 10 000 kilomètres de frontières. Rapporté au kilomètre, ça représente, si vous voulez, une densité très modeste. La sécurité intérieure repose moins sur la coercition que sur le consentement. En ville, la police est là embryonnaire. 3 cohortes urbaines à Rome, quelques cohortes de vigiles chargées des incendies et de la surveillance nocturne. Dans les campagnes, la protection dépend des solidarités locales et puis des milices privées.
Tant que la prospérité domine, le brigandage reste contenu. Si la conjoncture se dégrade, l'insécurité peut rapidement s'étendre. Troisièmement, le culte impérial dont je parlais tout à l'heure. Dans cet espace assez disparate, l'adhésion symbolique à l'empereur constitue un ciment essentiel. Le culte des Césars divinisés, célébré dans les provinces par les notables, n'est pas un instrument de propagande totalitaire. En fait, c'est un rite civique qui matérialise l'appartenance à l'ensemble romain. On ne demande pas aux populations d'abandonner leur dieu, pas du tout. On leur demande de reconnaître l'empereur comme garant, au contraire, de l'ordre cosmique et politique. Et ce dispositif fonctionne tant que l'empereur incarne justement la fameuse stabilité. Or, au moment même où Commode naît, plusieurs signaux d'alerte sont en train d'apparaître. D'abord la guerre qui éclate à l'Est dès 162 contre les Parthes. Un peu après, les conflits danubiens qui mobilisent durablement les légions. L'Empire, qui s'était habitué à la paix quand même, 2 siècles, entre dans une phase de mobilisation permanente. Et encore plus grave, la peste antonine dont je parlais tout à l'heure. Elle a été introduite certainement au moment des campagnes orientales. C'est une épidémie qui est décrite par Galien, qui frappe pendant des années. Les pertes humaines sont considérables. Vous avez des millions d'habitants réellement qui disparaissent. Le choc démographique affecte la production agricole, le recrutement militaire, les finances publiques. C'est vraiment à mettre en parallèle avec la peste du XIVe siècle, de 1348. Qui a dévasté près de la moitié de l'Europe. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Le système municipal, qui est fondé sur la générosité des élites, commence à se tendre. Il y a moins d'argent, moins de contribuables, donc moins de main-d'œuvre, plus de pression fiscale pour financer l'armée. Alors l'Empire ne s'effondre pas, il ne s'effondre pas en 5 minutes non plus, mais il entre dans une phase de vulnérabilité accrue. Et c'est là que réside la clé. Commode n'hérite pas d'un monde parfaitement stable qu'il aurait détruit par caprice. Il hérite d'un empire à l'apogée territorial, mais confronté à des contraintes nouvelles. Contraction démographique, militarisation accrue des frontières, tensions financières, dépenses renforcées au rôle personnel de l'empereur. Le Principat augustéen, qui est conçu pour un empire en expansion, doit désormais gouverner un espace immense en stagnation stratégique. Le modèle aristocratique des Antonins, encore une fois, respectueux du Sénat, modéré, philosophiquement inspiré, a fonctionné, encore une fois, dans un contexte relativement favorable. Quand les crises s'intensifient, la figure impériale devient plus centrale, plus exposée, plus attendue. L'Empire de 161 est donc paradoxal. Il est à son extension maximale, il est culturellement unifié autour du latin et du grec, il est économiquement intégré, mais il repose sur des équilibres délicats. Le moindre désajustement peut avoir des répercussions systémiques sur l'ensemble du système. Commode grandit donc dans cet univers. Il voit les triomphes, il voit les cérémonies, la grandeur. Mais en arrière-plan, les légions combattent, les provinces s'inquiètent et la peste circule. Donc la question n'est pas seulement de savoir quel homme il va devenir, la question est de savoir si le cadre politique hérité du 1er siècle est encore adapté aux réalités de la fin du 2e siècle. Parce que si le système montre des signes de fatigue avant même son accession au trône, alors le règne de Commode devra être lu comme l'épreuve d'un modèle et non pas comme la simple dérive d'un individu. Ce serait, si j'ose dire, trop commode.